Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Bon, à l'heure où on passe à la télé en direct, j'imagine que vous avez déjà décidé de soit rester à la maison ou bien de tenter d'aller au boulot. Les routes n'étaient pas magnifiques ce matin. Moi, je quitte très tôt, à 5h30. Surtout les routes des petits quartiers, là, des banlieues, c'était de la glace. Très joli. Ça brille, c'est beau, mais pas plaisant pour la conduite. Tandis que l'autoroute était... C'était pas si pire, en fin de compte. Je pense que nos travailleurs de la ville, qui vraiment travaillent très fort pour essayer d'éclairer toutes les routes, ou du moins les grandes routes, les grandes artères pour débuter, ils ont quand même fait un très bon travail. Mais bon, il a continué de pleuvoir toute la matinée. On dit que là, maintenant, la pluie cesse et ça risque de commencer à 13 h. Ça va se poursuivre jusqu'à 20 h. Puis à 20 h, ça risque d'être un mélange pluie et neige. Et là, ça va être très, très froid. Alors, encore demain, ça risque de pas être très beau. Mais... malgré qu'il va faire froid demain, j'ai regardé comme il faut, pas de précipitation. Alors, on va voir là, si ça, au fur et à mesure qu'il claire les routes, ça risque d'être de plus en plus facile. Mais en tout cas, j'espère que si vous avez dû vous déplacer, que ça a été pas trop difficile. Je sais que quelques-uns de mes collègues ici au travail ont dit que les routes étaient belles ce matin parce qu'il y avait presque personne sur les routes. Alors, je pense que plusieurs d'entre vous ont peut-être fait un choix prudent de pouvoir travailler à la maison. Alors, tout est beau. On va voir. C'est Ottawa, hein, on est habitué. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ferme les yeux, ouvre les yeux, la température change très, très rapidement. Écoutez, pour nous, c'était la pluie verglaçante. Vous avez sûrement entendu ce qui se passait en Colombie-Britannique. À 1h30 du matin, 1h30 l'heure de l'Ouest, il y a eu un tremblement de terre en Alaska qui avait une force de 7,9. Au début, on croyait que c'était 8 points quelque chose, mais en tout cas, c'est 7,9 en Alaska. Et puis là, il y a eu des grands avertissements. Tout au long de la côte de la Colombie-Britannique, on disait « éloignez-vous ». Allez haute terre. Les policiers se promenaient dans les rues avec les sirènes, ce qui était en plein milieu de la nuit pour eux autres, parce qu'on pensait qu'un tsunami s'en venait. Alors, je peux même pas imaginer comment ça peut se sentir à ce moment-là. Tous les gens, on voulait tasser les bateaux dans l'océan, devaient se tasser. Tous les gens qui sont trop près de l'eau, on disait à tout le monde, éloignez-vous, montez plus près, là, si on veut, là, sur terre ferme. Et puis, bon, finalement, à 7h35, leur heure, alors, pour nous, ça serait 7, 8, 9, 10, 10h30, disons. Ils ont dit, bon, c'est beau, il n'y a pas de tsunami qui s'en vient, vous pouvez retourner. Mais sûrement quelques moments de panique sur la côte de l'Ouest, et même que ça descendait jusque dans les États-Unis, cette crainte de tsunami. Alors, je vous avoue que je préfère notre pluie verglaçante qu'un avertissement de tsunami. Ça me semble très périlleux, très dangereux. Mais en tout cas, je suis très contente pour nos Canadiens et les gens des États-Unis qu'il n'y a rien comme ça qui s'est passé en beau milieu de la nuit dans ce coin-là du Canada et du monde, si on veut. Alors, on est content que tout est beau là-bas aussi. Maintenant, vous savez, le Musée des Beaux-Arts rouvre ses portes aujourd'hui au public. Alors, aujourd'hui, le 23 janvier, à 10 h, après avoir été fermé pendant 2 semaines pour l'installation d'échafaudages autour de l'intérieur et de l'extérieur de l'entrée principale de la colonnade en vue du remplacement des vitres et des toits. Alors, le public pourra entrer et sortir de l'édifice en toute sécurité pendant les travaux de rénovation. La collection et les expositions temporaires, de même que la boutique, les services et le stationnement intérieur du musée demeurent ouverts aux heures normales durant les travaux de remplacement des vitres et des toits. Alors, vous pouvez prendre note que le comptoir de la billetterie et le service aux membres sont relocalisés dans la salle Sketches, située à proximité du foyer de l'entrée des groupes jusqu'à la fin des travaux. Il y a quand même une signalisation qui indique aux visiteurs où se diriger pour trouver ces choses-là. C'est très intéressant, vous savez. L'entrée principale et la colonnade sont recouvertes de 1427 panneaux de verre. Ce que j'ai pas pu trouver, c'est est-ce qu'on les remplace tous? 1427 panneaux ou est-ce que c'est seulement quelques-uns? Alors ça, je devrais faire un peu plus de recherche. La colonnade mesure 21,75 mètres, donc 71 pieds de hauteur et fait 87,2 mètres, alors 286 pieds de longueur. L'architecte de l'édifice, Mosh Sedi, elle s'est inspirée, je suis pas certaine, s'est inspirée de l'escalier de la Scala Regia du Vatican pour concevoir la colonnade. Alors, les portes rouvrent encore aujourd'hui.
Tout est là encore et en toute sécurité, le musée nous dit, n'inquiétez-vous pas, vous pouvez entrer et sortir sans crainte pendant qu'ils font ces rénovations à l'intérieur du musée. Bon, maintenant, j'aimerais vous dire ce qui se passe aujourd'hui entre nous. En premier temps, nous allons parler avec le co-président du comité organisateur du championnat de l'Est canadien en ski de fond. Semblerait-il que c'est une activité qui se passe ici depuis longtemps. Monsieur Jacques Dumont va nous en parler davantage. Ensuite, nous allons parler avec Capucine Pechnard du Théâtre français au CNA, ainsi que Daniel Lesault-Farmer du Théâtre La Catapulte. Ils vont nous présenter des choses qui se passent un peu en collaboration, les deux ensemble, et aussi de nouvelles enseignes, une nouvelle affiche bien animée qui est dévoyée au Centre national des arts. On parle de ça. Et enfin, Gabriel Major-Marotti du LCBO est ici afin de nous démontrer comment fabriquer un Winterbock. C'est un breuvage. Et aussi, il va nous parler en détail de Porto. Il y a différentes couleurs de Porto, le rouge plus foncé et le blanc. On va en apprendre davantage tout à l'heure. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Le droit a été fondé pour les Franco-Ontariens, pour nous faire survivre. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler du championnat de l'Est canadien de ski de fond avec moi, M. Jacques Dumont. Bonjour, vous êtes co-président du comité organisateur. Oui, c'est ça. Et puis, écoute, moi, je suis une grande amateur du ski de fond, juste les fins de semaine, la semaine quand je peux. Là. Je suis pas du tout une professionnelle, mais ça m'épate que c'est la première fois que j'entends parler de cette compétition. Puis vous m'avez dit, c'est pas le premier, là. Non, c'est la 14e édition du championnat dans la région de l'Outaouais. Donc, possiblement parce que ça s'adresse plus à des skieurs aguerris, à des jeunes compétiteurs en développement. Donc, le grand public peut ne pas en avoir entendu parler. Oui, mais on peut aller le voir si on veut. On peut être spectateur. Absolument. On invite tous les gens que ça intéresse à venir assister aux différentes courses durant la fin de semaine et à venir encourager les skieurs de l'ensemble du pays parce que il y a tous les skieurs de l'Ontario, tous les skieurs du Québec qui sont là d'office, si je peux dire, ainsi que les meilleurs du reste du Canada qui viennent à cet événement qui est d'un niveau très relevé. Ah oui, hein? Oui. Maintenant, vous aimez évidemment, vous aimez le ski de fond. Vous êtes un skieur, vous aussi? Oui. À quel moment vous avez commencé le ski de fond? Oh, vers l'âge de peut-être 17-18 ans, un peu sur le tard. Attendez, un peu sur le tard. Moi, ça fait à peu près 5 ans. Je suis encore plus tard que ça. Sur le tard pour faire partie de ces skieurs-là qu'on va voir en fin de semaine prochaine. Mais ça fait quand même au-delà de 45 ans que j'en ai fait mon sport de prédilection. Puis votre passion ne diminue pas après toutes ces années-là? Toujours.
Oui. Est-ce que vous avez, depuis, disons, 17 ans à aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution un peu dans le sport du ski de fond? Absolument, oui. Premièrement, les équipements ont changé, les bottes, les fixations, les skis. Et puis est arrivée l'introduction d'une nouvelle technique, la technique libre ou du pas de patin, qui est survenue dans les années 90. Puis ça, c'est ça où on voit que c'est une botte plus solide, hein? Oui, ça ressemble à une botte de ski alpin, plus rigide, oui, c'est ça. Et puis ça, c'est un nouveau sport, une nouvelle façon, si on veut. Une nouvelle version du sport, une nouvelle technique qui est reconnue, qui est utilisée. Est-ce qu'on doit préparer, parce que moi, je fais seulement du ski de fond ordinaire, puis je suis habituée, si on veut, là, il y a comme les deux pistes, si on veut, pied droit, pied gauche. Quand on fait le ski qui est patin, est-ce que c'est comme ça qu'on l'appelle? Oui, généralement. Généralement. Est-ce que les pistes sont différentes? Oui, en fait, c'est une grande surface plane, bien de niveau, tandis que pour la technique de ski classique, vous avez justement les deux traces parallèles qui vous aident à garder les skis dans la bonne direction. C'est bien. Bon, alors, retournons un peu à cet événement. Ça se passe du 1er au 4 février, c'est ça. N'est-ce pas? Puis c'est dans la région de Gatineau. C'est dans la région de Gatineau. C'est au centre nordique Nakartok Sud, à la frontière de Gatineau et de Cantley. OK. Tout au bout de l'avenue Gatineau. Donc, c'est un centre de 400 hectares. Donc, il y a énormément de sentiers. Mais nous, on utilise une petite partie tout près des installations du stade, avec des pistes qui sont homologuées par la Fédération internationale. OK, parce que je veux rappeler que l'événement, c'est vraiment un grand événement, là, où il y a des prix à gagner, c'est une grande compétition, et puis c'est vraiment bien vu dans la communauté des skieurs. Absolument. C'est plus de 750 skieurs qui vont participer durant les 3 jours de l'événement. On a des bourses pour les gagnants, pour la catégorie ouverte. Cette année, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on a beaucoup de skieurs américains parce que ça fait partie du Super Tour des États-Unis. Donc, on fait un échange entre le Canada et les États-Unis sur certaines courses de haut niveau. Donc, cette année, c'en est une. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Généralement, beaucoup de skieurs des autres provinces de l'Ouest vont venir parce que, justement, à cause du niveau relevé de compétition. OK. Puis, disons, quelqu'un fait très bien dans cette course ou, disons, qu'il le gagne ou dans le top 3, si on veut. Est-ce que ça lui permet de participer à une autre compétition encore plus élevée? Est-ce que c'est un peu comme ça? Ou... Ça peut lui permettre de se gagner une place sur un voyage en Europe ou d'être sélectionné sur une équipe provinciale ou sur une équipe nationale. Donc, c'est les résultats. C'est pas un prérequis pour d'autres courses, mais ça favorise la participation à d'autres événements un petit peu plus relevés encore. Maintenant, on a dit que c'est du 1 au 4. Alors, il y a des événements le vendredi, le samedi et le dimanche, puis des événements différents. Alors, pourquoi ne pas parler du vendredi? Vendredi, on a une journée de sprint et une journée de courte distance pour les plus jeunes. D'accord. Donc, quand on parle de plus jeunes, on parle de quel âge environ? On parle de 12 à 16 ans. C'est bien qu'on encourage les jeunes à participer. Alors, journée de sprint et de courte distance. Un sprint, ça veut dire quoi, là, comme j'imagine? C'est 1300 mètres. Wow! Oui, c'est environ 2 minutes 40 à 3 minutes de temps de course. C'est très rapide et puis c'est 6 à la fois en éliminatoire. Donc, il y a beaucoup d'actions. OK, ça serait intéressant à regarder. Oui. Puis là, on a dit que le public peut venir voir. Est-ce qu'on est debout comme sur le bord de la piste ou on est assis? Les spectateurs sont debout autour du stade, des aires de départ et d'arrivée, et puis le long du parcours. Alors, le sprint, on pourrait bien le voir. Si on est à l'intérieur, les 6 en même temps, là, on pourrait bien voir ça. Oui. Ensuite, le samedi, il y a technique libre, n'est-ce pas? Technique libre, ce sont des départs individuels aux 15 secondes. Donc, c'est une espèce de poursuite continue entre tous les skieurs. Et on parle de quelle distance à ce moment-ci? Ça varie entre 5 et 10 km pour le dépendamment samedi. du groupe d'âge. Dépendamment de la catégorie, effectivement. Et ensuite, le dimanche, c'est le classique? Oui, technique classique. Et puis, ce sont des départs groupés ou des départs de masse. Donc, tous les skieurs partent en même temps. D'accord.
Donc, c'est le premier arrivé, c'est le gagnant. C'est le gagnant. Puis, on parle de quelle distance à ce moment-ci? Ça varie encore entre 5 et 15 km. Dépendamment des niveaux d'âge. Est-ce qu'il y a aussi un niveau d'excellence, si on veut, ou vraiment on y va par niveau d'âge? C'est par niveau d'âge, et puis à partir de 19 ans, bien, c'est la catégorie vraiment élite où on retrouve les plus rapides et les meilleurs skieurs au Canada et aux États-Unis. Wow, super intéressant. Oui. Là, il y a 3 clubs dans la région qui peuvent participer à cet événement, où la plupart des skieurs, si on veut, de la région, viennent de 3 clubs. Viennent de 3 clubs, et ce sont les 3 clubs qui organisent l'événement à chaque année. OK. Donc, bon, et au-delà de 750 athlètes, plus les spectateurs, plus les coachs, les entraîneurs, vous allez avoir une grande environ foule. Probablement 1000 personnes par jour là, qui vont circuler sur le site. Et qui vont... bien ça m'intrigue. Je suis une fan du ski de fond. J'aimerais bien ça voir des pros en action, peut-être pour m'inspirer un tout petit peu. Merci beaucoup. Bonne chance. Bienvenue. Surtout, j'espère que cette glace peut disparaître là, pour votre événement. Il n'y a pas de problème. Demain, on va faire de la neige artificielle pour... Vendu. Pour cacher la glace en dessous. C'est ça, oui. C'est beau, merci, bonne chance surtout. Merci beaucoup de l'invitation. Écoutez, si vous voulez avoir des informations en surplus, le site web, c'est CEC Ski. Alors, championnat Est canadien, cecski.ca. Et puis, allez voir ce qui se passe dans notre région. Ça a l'air d'un événement très, très excitant. Nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, on va parler du CNA, on va parler du Théâtre de la Catapulte. On va se mettre ensemble, on va en discuter après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Laissez tomber mes soucis, je suis parti vers le noir. Je deviens plus heureux, c'est beau de le dire, mais faut le croire. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai allumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de monde qui passe, plus profond que toi et moi, quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots. Relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui pensent plus profond que toi et moi, dans la grande porte. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On s'amuse toujours quand on parle du Centre national des arts parce qu'il y a toujours des choses neuves et amusantes qui se passent. Puis aujourd'hui, on parle un peu du CNA mélangé avec Théâtre de la Catapulte, avec moi, Capucine Péchenard du CNA. Et rebonjour, Danielle Lesault-Farmer, directrice artistique du Théâtre de la Catapulte. Oui. Bon, le dire de dit. J'en ai parlé rapidement dans une intro la première semaine qu'on est revenu, la semaine dernière, parce que justement, c'était du tout nouveau. Mais là, je suis contente que j'ai les experts pour l'expliquer encore mieux que moi. Qu'est-ce que c'est le dire de dit? Alors, c'est la prochaine pièce à l'affiche au Théâtre français du Centre national des arts. Ça ouvre le 31 janvier, donc mercredi prochain. Du 31 janvier au 3 février, donc 4 soirs seulement. C'est une nouvelle création et c'est un texte de Michel Ouellette. Michel est un auteur franco-ontarien maintes fois reconnu, qui a écrit plus d'une 40aine de pièces, qui est maintenant établi dans la région, qui travaille aussi à l'Université d'Ottawa. La mise en scène est confiée à Joël Bedos, qui est le directeur artistique du Théâtre français de Toronto, mais qui précédemment était le directeur du département de théâtre ici
à Ottawa. Il a été aussi un des prédécesseurs de Daniel à la tête du théâtre La Catapulte. Et l'interprétation est confiée à Marie-Ève Fontaine, une actrice franco-manitobaine qui a été aussi diplômée du département de théâtre de l'Université d'Ottawa. Il y a beaucoup d'Ottawa et d'Ontario dans cette pièce. Oui, tout à fait. Wow. En fait, c'est une coproduction de La Catapulte et du Théâtre français de Toronto. Donc, c'est vraiment super franco-ontarien, là. Wow! OK, et qu'est-ce que c'est? On parle de quoi, là? C'est une pièce de théâtre à quel sujet? Bien, c'est un one-woman show. Donc, il y a Marie-Ève Fontaine qui incarne Dee. C'est son sobriquet pour Diane. C'est une jeune adolescente là, qui passe 16-17 ans vers l'âge adulte et qui raconte un bouleversement dans sa vie, qui est très, très attachée à sa famille, une famille un peu hétéroclite. Et arrive Peggy Bellatus, qui est la fille d'un propriétaire d'une compagnie minière, qui vient délocaliser la famille pour pouvoir excaver la terre. On montre à la maison quelques photos, là, mais... Voilà, tout à fait. Okay. Ça, c'est Marie-Ève Fontaine. Donc, en répétition, donc, l'histoire, en gros, c'est vraiment une jeune femme qui raconte directement au public un bouleversement dans sa vie d'adolescente et qui fait un peu le passage à l'âge adulte. Donc, elle découvre l'amour, elle découvre le désir, puis elle découvre aussi la désillusion de voir sa terre se faire vraiment détruire par les compagnies minières qui viennent délocaliser les résidents de la région. Wow! Alors, quand on dit c'est un one-woman show, il y a d'autres personnages à l'intérieur, mais il y en a seulement une qui est vraiment principale. C'est ça que ça veut dire? Exactement. Okay. C'est elle qui raconte, mais elle va incarner sa mère, elle va incarner son père, elle va incarner cette femme qui vient, Peggy Bellatus, et qui la bouleverse d'un point de vue amoureux. Donc, c'est cette actrice-là qui incarne tous les personnages, mais c'est vraiment raconté à travers le point de vue de Dee. OK, super intéressant. Et puis là, on a dit que c'est le 31. 31 janvier, seulement 4 soirs. Puis si on va voir ces billets-là, est-ce qu'on va au CNA? Est-ce qu'on va à la Catapulte, un ou l'autre? C'est au Centre national des arts que la billetterie du spectacle est ouverte. Okay. Donc, on peut soit se rendre sur place, évidemment, au 1 rue Elgin. Petit truc intéressant, quand on se garde dans le stationnement pour aller acheter ses billets à la billetterie, on a une gratuité du stationnement pendant 30 minutes. C'est bon à savoir. Oui! Mais évidemment, on peut aussi acheter ses billets en ligne au cna-nac.ca ou par téléphone, évidemment. Et je voulais aussi souligner qu'on a des événements autour de la pièce, parce que le jour de la première, le 31 janvier, on organise le lancement du livre, du texte de la pièce. Est-ce que la pièce, ça a été un livre avant d'être une pièce de théâtre ou? Mais tout se concrétise en même temps, parce que la pièce ouvre en ce moment à Toronto pour ses premiers pas sur scène, et la pièce vient d'être éditée aux éditions Prise de Parole, et on fait le lancement de livre la semaine prochaine. C'est à 18h30, juste avant la représentation, qui est à 20h. Et le même jour, le 31. C'est ça. Il y aura une discussion avec l'auteur, Michel Ouellette, et avec Joël Bedos, le metteur en scène du spectacle. Donc, quelque part, on aura un peu les deux points de vue sur le texte et sur aussi cette incarnation du texte à la scène, parce qu'au fond, un texte de théâtre, sa raison de vivre, c'est de devenir un spectacle. Donc, il y aura cette discussion-là. Donc, c'est le mercredi, le 31. Le jeudi, le 1er février, à l'issue du spectacle, il y aura une discussion avec les artistes. Donc là, ça permet tous les spectateurs de dialoguer, notamment avec la comédienne, parce que c'est toute une performance d'incarner tous ces personnages, de les faire vivre sur scène, de porter la pièce seule. Donc, pour ceux qui ont cet intérêt-là, une façon de dialoguer avec elle. Et je voulais aussi souligner que le vendredi, le 2 février, on présente des surtitres en anglais. Donc ça permet vraiment à la population anglophone et francophile de voir la pièce, d'entendre les mots en français, mais de comprendre évidemment tout ce qui se passe avec les surtitres, qui ont été écrits également par l'auteur Michel Ouellette. Donc c'est vraiment une deuxième interprétation de son histoire, parce que quand tu l'écris dans une autre langue, tu revis tous ces moments et tu interprètes tout ce langage poétique dans une autre langue. Et puis quand on dit sur-titres, c'est parce que c'est sur des écrans, sur les côtés, là, dans la grande salle, c'est ça? Ça va être projeté, je pense que ça va être projeté un peu au-dessus, là, à droite. Donc, ça permet de garder un œil sur le texte, si on est anglophone, mais d'avoir quand même l'œil rivé sur la comédienne. Donc, alors, est-ce que c'est
la première tournée qui commence, là, ou est-ce que Ottawa, c'est pas la première place où on fait ce spectacle, le Dire de Di? En fait, c'est la première cette semaine à Toronto. OK, c'est ça. Toronto, c'est le... Exact. Oh, alors, la Demain. pratique va se faire à Toronto en premier, si on veut pratiquer. Oui, elle casse la glace un peu à Toronto cette semaine, mais c'est vraiment la période qu'on appelle la création. Là. Cette affaire-là n'a jamais existé. L'an dernier, il y a eu... C'est l'an dernier? Oui. Il y a eu une mise en lecture au CNA avec Céline Bonnier du texte. Donc ça, c'était juste avec un lutrin, la comédienne qui partage le texte à voix haute. Le texte, le Dire de Di? Le Dire de Di. Okay. Mais là, on est vraiment dans un mode, là, on peut le voir dans la photo, un mode de production. Donc, il n'y a pas de papier, là. C'est vraiment elle qui a appris 1h30 de texte et puis qui va. Elle plonge. Et je peux juste imaginer, vous savez peut-être pas, mais une fois qu'on présente une fois ou deux fois, la personne, le metteur en scène peut apporter des changements des fois parce que des fois, quand on le voit devant les gens, c'est intriguant de savoir si à chaque représentation, il y a des petits changements qui se font ou bien si ça reste pareil à toutes les fois. Bien, je pense que vu que on appelle ça les arts vivants, il y a quelque chose qui respire d'un soir à l'autre. Surtout la comédienne, parce que moi, je tiens à dire ici aux téléspectateurs là, que c'est un moment théâtral où elle raconte vraiment au public. Elle regarde les gens dans les yeux et c'est une conteuse. Ça devient personnel presque. Il n'y a pas ce qu'on appelle le quatrième mur où on est comme dans une fiction puis on prend pas conscience du public. Elle leur parle directement. Donc, selon leur réaction, c'est sûr qu'elle va évoluer. Oui. Cela dit, le décor, l'éclairage, tout ça, c'est très organisé d'avance. Donc, je pense que ça bougera pas trop au niveau esthétique, mais c'est de voir la comédienne évoluer dans son conte qui va être tout à fait excitant. Wow! Alors, le 31 janvier, les gens peuvent aller au cna-nac.ca pour en avoir des informations en surplus et aussi pour acheter les billets. Il en reste encore des billets, là, c'est mercredi prochain. Il reste encore des billets et je voulais aussi souligner qu'il y a une opération qui est plus vaste. C'est dans la majorité des spectacles au CNA. Le jour même, les jeunes de 13 à 29 ans peuvent avoir des billets à 15 $. C'est l'opération Buzz en direct. Et ça, c'est vraiment bon à savoir parce que parfois aussi, on veut décider à la dernière minute. Et si on décide qu'on y va le soir même, entre 13 et 29 ans, on peut avoir des billets à 15 $ et on peut en acheter 2 par personne par représentation. Ça veut dire que si j'ai un ami de 13 à 29 ans qui veut acheter un billet aussi pour moi, qui est un peu plus que 29 ans, ça peut y aller les deux et c'est à 15 $ pour les deux. Donc, c'est vraiment à guetter les derniers jours pour le soir même. Je vais dire ça à mes enfants. Ils disent, c'est trop cher aller là-bas, j'ai pas un budget. Ah, là, ils ont le budget. Buzz en direct, oui. C'est un bon plan. Quand j'étais jeune, là, moi, je m'en servais des billets Buzz en direct. J'adorais ça. Bon, mais tu vois, je garde ça en tête. Maintenant, bouge pas parce que nous, toi et moi, on va continuer une discussion par rapport à quelque chose de tout nouveau. Merci beaucoup d'avoir partagé l'information au sujet du spectacle qui s'appelle Le Dire de Di, cna-nac.ca pour en avoir des informations en surplus. Maintenant, au retour, Capucine reste avec moi et nous allons parler de la lanterne qui presse. Je dis ça comme il faut? Qui pnesse. Reste avec moi, elle va le dire mieux que moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Elle a marché vers des chemins moins sombres, elle sait où elle s'en va. Regarder derrière, elle a mis de côté toute sa misère. Oh, elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant. Les pensées qui nous réveillent nous empêchent d'aller devant. Elle oubliera
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, Capucine Pechenard, du Théâtre français du Centre national des arts. Et puis là, on parle de nouvel ajout, si on veut, au Centre national des arts. Je te laisse le décrire parce que j'ai mal dit le mot tout à l'heure. Regarde, mettons les choses au clair. OK. Je viens parler de la lanterne Kipnis. Okay. La lanterne Kipnis, en fait, c'est un écran numérique géant qui, à partir de tout récemment, surplombe l'entrée principale du Centre national des arts. Donc, c'est au-dessus du 1 rue Elgin, qui est notre nouvelle entrée accessible à tous. Et au-dessus, on voit, il y a une grande tour de verre. Ce qu'il y a, c'est que cette tour de verre, elle a plus d'un tour dans son sac. Parce que c'est pas seulement du verre, c'est transparent de l'extérieur, mais en fait, c'est un écran. Je pense qu'on... Et là, on peut en voir des images. Wow! Donc, certains qui circulent au centre-ville depuis les derniers mois et semaines ont pu voir déjà évoluer ces images-là. Donc, tu vois, c'est un écran avec plusieurs facettes. Et qui diffuse des images en mouvement chaque jour à la tombée du jour, parce que l'effet est vraiment plus fort et marquant quand on est dans la noirceur. Noir, si on veut, oui. C'est ça. Mais ce qui est... Mais regarde, même, on dit à l'affiche à Toronto. Alors voilà, l'affaire, c'est que nous, on est le Centre national des arts du Canada. Donc, cette lanterne, cet écran numérique, il a une vocation plus large que le CNA et que Ottawa. Parce qu'effectivement, on va avoir des spectacles à l'affiche dans le CNA, mais on a aussi des partenaires partout au pays qui nous permettent de diffuser des images sur ce qui se passe dans leur centre culturel. Donc, on peut voir sur la lanterne Kipnis des images du Royal Winnipeg Ballet ou du Théâtre Trident à Québec, toutes sortes d'autres partenaires. Et en fait, c'est un outil qui permet de mettre en valeur la diversité et le dynamisme des arts de la scène partout au Canada. Wow! Puis ça, c'est quand même assez nouveau, là. C'est tout à fait nouveau. On l'a inauguré officiellement le 31 décembre. Donc, c'est un peu le bouquet final de toutes les rénovations qui ont eu lieu au CNA. Donc, on a pu voir tous les beaux ajouts. Et la dernière pierre à l'édifice, c'était cette lanterne qui, maintenant, sera en vie, prend vie tous les soirs. Et on peut bien voir une vidéo que vous avez produit, justement, pour en parler. C'est ça. Et là, ça donne vraiment une idée plus claire en image. On voit, là, quand tu es en mouvement. Oui, on peut voir. Et les petits panneaux du côté? Ça va avec. Oui, absolument. C'est que le design visuel se projette comme ça sur toute la longueur du bâtiment. Et c'est pour nous une nouvelle discipline artistique. Finalement, parce qu'on a le théâtre, on a la danse, on a l'orchestre, mais le côté des arts visuels comme ça, numériques, c'est une nouvelle discipline. On a un producteur qui crée ce contenu, et c'est là où je voudrais introduire la compagnie Moment Factory, dont on a entendu parler un peu partout dans le monde, mais à Ottawa récemment, parce que c'est eux qui nous ont livré Continuum. C'était dans la nouvelle station de train sous terre qu'on a pu voir cet été. Le spectacle Miwaté aussi, sur les chutes de la Chaudière. Ça, c'est Moment Factory. C'est ces personnes-là qui créent ce contenu visuel, interactif, qui change le regard qu'on a sur la ville aussi, parce que ça nous ancre dans cette modernité, dans cette animation aussi de la rue, de la ville. Et nous, on est extrêmement fiers de pouvoir le présenter à toute la population d'Ottawa, puis de partout, qui viendront visiter. Oui, parce qu'il y a tellement de touristes qui viennent dans la région. J'imagine que plus on est loin, si on traverse la rue, mieux on peut voir. Oui, là, les images sont prises de l'autre côté de la rue Elgin. Donc, ça nous donne du recul sur toutes ces images. Et puis, la lanterne permettra de mettre en valeur les arts de la scène, mais aussi des grands moments de la vie au Canada. Donc, par exemple, pour le 1er juillet ou pour le jour du souvenir, on va avoir des designs adaptés. Par rapport à l'événement en question. Qui se passe là, à ce moment-là. Est-ce que les images changent à tous les jours ou est-ce que, vous créez une image puis elle est là pour une semaine? Comment ça fonctionne? Le contenu tourne, donc il y a des images qu'on va pouvoir revoir, mais au fur et à mesure des productions artistiques qui sont faites, on va avoir des ajouts nouveaux de façon régulière. C'est certain. Wow, ça ajoute tellement, mais c'est que ça devient plus moderne. Depuis les rénovations, il faut dire que le CNA, le Centre national des arts,
est tellement plus moderne, mais d'une façon classique en même temps. Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Les lumières, les portes, c'est tellement plus beau depuis les rénovations. Absolument. Et puis ça ajoute vraiment à qui on est. Oui, et puis aussi, je voulais souligner qu'on l'appelle la lanterne Kipnis parce que c'est grâce à un don. C'est des donateurs qui nous ont permis de développer cette technologie et de la mettre en place. Et la famille Kipnis qui a fait un don majeur de 5 millions de dollars pour permettre l'éclosion de cette lanterne. Donc, je voudrais en profiter pour les remercier. Un gros merci. Parce que le Centre national des arts repose beaucoup sur les donateurs, les philanthropes qui croient dans le développement des arts et qui vont investir pour développer, pour pousser la création, pour encourager les artistes à créer, à pouvoir rêver. Oui. Donc, nous, on est extrêmement fiers de ça. Oui, et puis, tu sais, je sais qu'on parle de la lanterne Kipnis, mais en même temps, quand on parle d'acteurs et de création, le Centre national des arts ne fait pas seulement du gros théâtre. Il y a plein de choses locales qu'on peut voir, des petits spectacles, des concerts intimes avec des gens de chez nous. C'est pas toujours la production qui s'en vient de New York. Ça, on l'aime. On dit pas non. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens de chez nous qu'on peut voir aussi quand on est là. Mais c'est vrai, absolument. Et là, ça me fait penser, je pense à l'événement Tapage et autres bruits sourds. Ça, c'est un événement spécial que le Théâtre français crée pour la Journée mondiale du théâtre. Okay. Donc, c'est vraiment un événement festif. C'est le 27 et 28 mars prochain. Et là, c'est une création qui est faite à Ottawa à partir d'un texte du collectif Les Poids Plumes. Les Poids Plumes, c'est un collectif d'auteurs de la région d'Ottawa-Gatineau et qui ont pris en main on leur a donné carte blanche, en fait, pour cette soirée festive. Donc, c'est un texte de gens de la région et ça va être des comédiens aussi de la région. Il va falloir que tu reviennes nous en parler parce que ça a l'air très, très intéressant. C'est au mois de mars, t'as dit? Oui, au mois de mars. Bon, on a le temps de s'en parler. On a le temps de s'en parler d'ici ce temps-là. Écoute, merci beaucoup de nous avoir présenté cette lanterne Kipnis. Aller au centre-ville voir, surtout le soir, voir les belles lumières. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler avec Gabrielle Major-Marotti au sujet du LCBO. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. La dernière fois qu'on a vu Gabrielle, c'était juste avant les fêtes, puis il y avait des beaux emballages. On essaie d'inspirer les gens à trouver des beaux emballages au LCBO qu'on pouvait offrir comme cadeau. Mais il y a toujours des choses neuves au LCBO. Alors, Gabrielle est de retour. Rebonjour. Bonjour, merci. Écoute, justement, durant la pause, je disais, tu sais, c'est-tu fini, là, le temps des choses neuves? Parce que là, Noël, c'est fini. Jamais. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas au courant, chaque 2 semaines, on reçoit des nouvelles livraisons. On est toujours en train de recevoir des nouveaux produits à la LCBO. Alors, c'est parce que les gens vous envoient quelqu'un, essayez ça, c'est quelque chose de nouveau, ou vous allez à la recherche, ou un peu des deux? Non, nous, on va à la recherche principalement. Donc, on a des catalogues qui sortent aux 2 semaines, ou il y en a d'autres qui sortent chaque 4 semaines pour des trucs plus spéciaux. Puis nous, est-ce qu'on a accès un peu au catalogue? Comme disons, je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient de neuf. Comment je peux savoir, moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? OK, vous pouvez aller en ligne, lcbo.com.
bien sûr, vintages.com, OK? Aussi foodanddrink.com. Donc, on a tous les magazines qui sortent, on les met en ligne. Puis, physiquement, en succursale, on a des copies des magazines. Je l'aime, le magazine, parce qu'il y a de la bouffe aussi. Il y a des belles recettes à l'intérieur. Tu as dit Vintages. J'ai jamais fait ça, moi, l'affaire des vintages. Mes parents étaient en vacances. Ils m'ont envoyé un courrier, on disait, zut, il y a des choses qu'on veut, peux-tu y aller? Bon. Et c'est un big deal, ça. Le monde sont là quand ça ouvre. Eh oui. Il y avait tout le monde avec leur petit panier. Et moi, je suis là, je peux-tu avoir... Là, j'ai ouvert la feuille, là, le courriel de mes parents. Mais c'était parce que ça part vite, des fois, ces choses-là, parce qu'il n'y en a pas en quantité industrielle. Exactement. Ouais. Des toutes petites quantités artisanales, donc ils sont envoyés dans les différentes succursales à travers toute la province. Donc, même des petites villes, ils ont accès à ces vins. J'étais vraiment très surprise à savoir. Puis j'ai dit ça à mes parents après, puis on dit oui, il faut que tu te rendes tôt. Puis c'est à chaque semaine, ça. Aux 2 semaines. C'est aux 2 semaines, oui, en tout cas. Alors là, je le sais. OK, alors, ça sent bon ici. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, chaque mois, à la LCBO, on a un cocktail du mois. OK. Et pour le mois de janvier, donc, c'est un cocktail un peu plus pour l'hiver. Ça s'appelle le Winter Buck ou hiver boréal en français. Donc, un buck, c'est un genre de cocktail qui est à base de liqueur, donc, d'un spiritueux, disons. Ici, on a le choix entre le whisky, OK? Ou le rhum. Donc, moi, j'ai choisi de le faire avec le rhum aujourd'hui. Donc, ça, c'est un whisky? Oui, whisky fait à partir de seigle, à peu près. Puis ça, c'est un rhum? Rhum fait à partir de sucre. Donc, OK. Puis c'est important comment on les mélange? La saveur va être un petit peu différente. Le rhum est à base de sucre, du sucre distillé. Donc, il y a un goût un peu plus sucré, un peu plus doux. D'accord. Pendant que le whisky fait à base de seigle ou d'autres grains qui sont distillés. Donc, il y a un goût un peu plus épicé, disons. Est-ce que quand on fait un mélange, parce que là, ça va être le produit final, on va le faire ensemble. Quand c'est un mélange, est-ce que je peux prendre, disons, un rhum à 30 comparé à un rhum qui est à 80 est-ce que ça change le goût ou puisque c'est tout mélangé, ça change pas vraiment le goût? Toi, tu es un spécialiste, fait que toi, tu le saurais. Je dirais que oui, mais ici, parce qu'on est en train d'utiliser du soda de gingembre, on est en train d'utiliser du jus de canneberge, ça a des goûts assez comme prononcés. Donc, je ne sais pas les nuances dans le rhum plus dispendieux. Je pense qu'il serait un peu perdu. Parce que quelqu'un m'avait dit ça. Moi, j'aime beaucoup les martinis. Puis j'aime une sorte de vodka qui est assez dispendieuse. Puis quelqu'un m'a dit, tu mélanges ça, t'as pas besoin, tu peux aller au cheap. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était vrai, ça. Déjà, on s'entend pas parce que moi, les martinis, c'est fait avec du gin. Moi, c'est fait avec... Vraiment, hein? Oui. Moi, c'est avec la vodka puis très peu de vermouth. Très peu. On va en discuter après la prochaine fois. OK, comment on fait celui-là? OK, donc celui-ci, on va commencer. On a une once et demie du rhum, le Appleton. Est-ce que je mets ça dans le verre ici? OK, alors ça, c'est du rhum Appleton. OK. Donc, comme j'ai dit, le buck, on utilise un spiritueux, on utilise des jus de fruits, puis on utilise ça veut dire quoi, buck? C'est-tu comme une sorte de... C'est comme un orignal, comme... Ah oui, mais je veux dire comme... OK. Donc, c'est une famille de cocktails avec un spiritueux, des jus de fruits, puis du soda de gingembre. Compris. OK. Donc, ici, on va mettre le jus de lime fraîchement pressé. Ça sent bon. OK. Puis, j'ai 2 onces de jus de canneberge. OK. Jus de canneberge. Comme ça. Très facile. Puis, 2 onces de soda de gingembre. On peut aussi utiliser de la bière au gingembre. Ça va rendre le cocktail un petit peu plus prononcé aussi. OK. Puis là, ce que je vais prendre le petit bâton, on va le remuer comme ça. OK, puis regarde la belle couleur, c'est tellement beau. OK, puis la lime, est-ce que c'est vraiment pour décorer? On a mis à l'intérieur, c'est vrai. Alors, il y a un goût de lime à l'intérieur. Vous auriez le choix. Donc, moi, j'ai choisi de la lime, c'était pratique. Mais vous pourriez aussi faire genre du gingembre en conserve. Donc, prenez un petit contenant de vodka, puis vous mettez des tranches de gingembre là-dedans. Vous laissez mariner pendant quelques semaines, puis ça devient comme... Le gingembre dans le vodka? Oui. Pour mariner? Pour le conserver comme ça, oui. Puis ça dure combien de temps, ça? Tu mets ça dans ton frigo, j'imagine? Oui, tu le mets au frigo, ça... Mais la vodka, ça tue tout, là, fait que j'imagine que ça peut durer longtemps. Oui, ça durait très longtemps, puis on peut... C'est intéressant. Puis là, quand tu mets le gingembre, tu peux le mettre dans la boisson? Oui. La vodka aussi est infusée, donc pour d'autres cocktails, ça donne des options. C'est génial, ça. C'est dangereux de se tenir avec toi. Tu me donnes trop d'idées. OK, alors là, on a fait le mélange. Est-ce qu'on y goûte? Oui, c'est ça. Goûtons-y. OK, cheers. Voilà, ça, c'est santé. OK, je goûte le gingembre. Puis ça, c'est à cause de ça, là? C'est à cause du gingembre d'ici? Oui, j'ai utilisé quand même un soda de gingembre. De bonne qualité. Oui, je vois ça parce que c'est pas un ginger ale ordinaire, ça, là. Wow! Et ce qui est surprenant, les gens à la maison, c'est pas trop sucré. Moi, je suis pas une grosse fan
de sucré. Je sais qu'il y a des gens comme quelque chose comme un Baileys qu'on met dans le café. Pour moi, c'est trop sucré. Trop sucré. Moi, j'aime le scotch, j'aime le whisky. Puis ça, alors, ça rentre un peu dans mon affaire. Là, c'est pas trop sucré. Puis j'imagine aussi que si on choisissait un jus de canneberge sans sucre, ça pourrait être encore plus amer si on aime ce goût-là. Oui. Amertume, puis la petite touche sûre qui vient du jus de lime. Alors, ces recettes-là, on peut trouver ça en ligne. Oui. Est-ce que vous sortez une recette à tous les mois, toutes les semaines, une nouvelle recette? Il y a toute une panoplie de recettes sur foodanddrink.com. Donc, le à bon verre, bonne table, en anglais, c'est Food and Drink. Puis ils ont mis toutes les recettes, je pense, de presque tous les numéros qui sont parus. Donc, vous pouvez chercher là. Moi, je trouve aussi Wikipédia, par exemple, c'est aussi très intéressant parce que vous pouvez lire aussi un peu sur l'histoire des différents cocktails. Du cocktail ou de la boisson? Ou peut-être les deux, non? Peut-être les deux aussi, oui. J'aime aussi que dans votre revue et même sur le site Web, si on n'est pas sûr quel vin boire avec telle viande ou avec tel repas, ça aussi, vous pouvez nous l'indiquer. Même avec vos recettes. Quand vous faites une belle recette dans votre revue, vous indiquez quel vin pourrait être bien marié, si on veut, avec la recette. Plusieurs options. Puis en plus, vous pouvez bien sûr parler à nous autres, les conseillers en vin, ou bien mes collègues. Tout le monde se connaît bien dans les vins puis les boissons alcoolisées. Alors ça, est-ce que tu suggérerais ça avant un repas, au début du party ou après le repas? Ou... non, moi, je vois ça plutôt comme, après la pause, on va essayer quelque chose pour la fin du repas. Ici, c'est en cuisinant ou en recevant des invités. Je pense que ça ouvrirait bien la soirée. OK. Alors, je te garde parce qu'on va, après la pause, faire goûter un différent breuvage, si on veut. On va parler davantage. Alors, Gabrielle Major-Marotti reste avec moi. On va peut-être en prendre une autre gorgée, c'est trop bon. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. Se réalise ta légende. Et les douleurs sont éphémères. Et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait avec Gabrielle Major-Marotti du LCBO. On a fait un bon cocktail l'hiver boréal. Vraiment, il est très bon. Mais là, on va parler d'autre chose. On parle du Porto. Oui. OK. Puis ça, tu as dit que c'est quelque chose qu'on sert après le repas. C'est exact. Mais qu'est-ce que c'est exactement un Porto? Ouais. OK. Donc ici, on va mettre l'emphase juste sur le vrai Porto, donc le Porto du Portugal. Ah, OK. Parce que si c'est pas de là, c'est pas nécessairement un vrai? C'est un vin fortifié, mais donc le Portugal garde ce nom Porto juste pour ce vin fortifié élaboré dans leur pays. D'accord. Portugal. OK. OK. Donc, on va mettre, il y a un petit entre parenthèses. Donc, il existe un Porto qu'on peut prendre avant le souper, puis c'est le Porto blanc. Blanc, OK. Donc, on peut penser que probablement 90 du Porto
qui est produit, c'est du Porto rouge. On fait avec des raisins rouges. Mais il existe un Porto blanc. Ici, on le sert très frais. OK. On peut le servir avec, en fait, de l'eau tonic water. Oui. Puis des petites feuilles de basilic. En fait, c'est vraiment un cocktail vraiment à la mode. Je connais bien le Porto. Je vois, tu sais, je peux imaginer le goût. C'est quoi la différence entre le rouge et le blanc? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus frais? C'est quoi la différence? C'est léger puis c'est sucré aussi. Sucré. Ça ressemble un peu au Pinot des Charentes, disons. OK. Mais fait au Portugal. Compris. Alors, le blanc pour avant. Puis là, maintenant, il y a le rouge qui est le plus classique, si on veut, qu'on a tendance à mieux connaître. Oui. Donc, je voulais parler un tout petit peu. Grosso modo, il y a 2 styles de Porto. Donc, il y a le Porto Ruby. OK. Porto Ruby, oui. OK. Le Porto Ruby va être maturé en bouteille. D'accord. L'autre style, c'est le Porto Tawny. OK. Le Porto Tawny, lui, il va être maturé dans des fûts de chêne, puis des gros fûts de chêne. Genre, on parle de 500 à 1000 litres de vin dans le tonneau. OK, c'est des gros tonneaux. Donc, j'allais dire, le Porto Ruby, il ressemble peut-être un peu plus à un vin rouge très, très, très corsé. D'accord. OK, la plupart des Portos, on parle de 18-20 d'alcool. Ils sont très, très forts. Donc, durant la période de fermentation, ils rajoutent du brandy. Dans ça? OK? Quand ils font dans toute la fermentation, dans tout le jus. Puis donc, ça va monter le taux d'alcool. Ça va tuer toutes les levures qui sont en train de faire la fermentation alcoolique. Puis ça va nous donner un breuvage sucré, puis très, très corsé, puis très, très puissant. D'accord. OK? Donc, Porto Ruby, on voit, c'est pas celui qu'on a dans notre verre, mais si vous pouvez voir un tout petit peu, donc il y a vraiment une robe rouge rubis écarlate, vraiment foncé. Très foncé, oui. Alors, si on compare, je pense qu'on peut un petit peu le voir. Le Porto Tawny, parce que lui a été maturé en fût de chêne, ça veut dire qu'il a été lentement oxydé pendant plusieurs années. Puis si vous regardez, donc celui-ci, Otima, vous voyez un petit 10, ça veut dire qu'il a 10 ans. Ah oui, c'est inscrit sur la bouteille. OK. Ouais, Otima de 10 ans. Donc, ça veut dire que le Porto, dans cette bouteille, a une moyenne d'âge de 10 ans qu'il a passé dans des fûts de chêne. Puis, il a l'air plus rouge, comme plus, je ne veux pas dire transparent, mais on voit, comparé à lui, est-ce que c'est la bouteille ou est-ce que c'est le liquide? Les deux un tout petit peu. Mais quand même, oui. Ici, c'est 20 ans, mais 10 ans, mais rendu à 20 ans, par exemple, il commence déjà à prendre vraiment une couleur plus brune, plus tawny. Intéressant. Il existe aussi des 30 ans puis des 40 ans qui sont assez rares puis quand même assez dispendieux, étant donné la quantité de temps que ça prend à... Et puis, est-ce qu'il y a une différence de goût entre celui-ci et celui-là? Oui, assez prononcée. Ah oui? Assez prononcé. Donc, le rubis, puis c'est celui qu'on va déguster dans juste un instant. Le rubis, il est beaucoup plus prononcé, il est beaucoup plus corsé, il est beaucoup plus puissant. Okay? Puis il goûte vraiment les fruits. D'accord. Il goûte vraiment la prune, il goûte vraiment les cerises. C'est vraiment puissant. Les tawny, ils sont quand même... C'est quand même un vin fortifié assez fort, mais ils ont plus un goût de sucre, puis de crème brûlée, puis de crème caramel. OK, intéressant. Donc, celui que j'ai choisi pour nous à déguster aujourd'hui, j'ai trouvé un Dow's en 2005. Donc, il existe des Portos qui viennent juste d'un millésime spécifique. Comme ça, on peut bien le voir à la caméra. Tiens, comme ça, Dow's 2005, Oui. Donc, si les producteurs ont décidé qu'un millésime était de particulièrement bonne qualité, ils peuvent choisir d'élaborer un Porto avec juste les raisins de cette récolte-là. Donc, celle-ci va être âgée en fût de chêne pendant 1 année ou 2, puis elle va être embouteillée. Puis là, ils vont la laisser reposer dans leur cellier. Puis, éventuellement, voilà, ça fait 12 ans plus tard. 12 ans, wow! Ils vont les mettre puis, est-ce que plus elle est vieille, plus ça goûte bon, ou est-ce que ça, c'est une question de goût personnel? Que un Porto ordinaire, c'est très, très bon, tandis que celui qui a 20 ans, 30 ans, c'est meilleur. OK, parenthèse. Donc, pour notre rubis régulier puis notre tawny, vous pouvez le garder dans votre cellier, il ne va pas vraiment changer. OK. C'est seulement celui-ci qui est millésimé. Vous voyez qu'il avait un bouchon comme une bouteille de vin ordinaire. Ces deux-ci vont avoir des bouchons un peu comme des bouteilles de whisky ou quelque chose. Donc, ça c'est vraiment comme un liège, là. Oui. Donc, celui-ci, il faut en fait le garder dans le cellier. Moi, je dirais pas avant 8, 10, 12 ans d'âge qu'il faudrait l'ouvrir. Puis, en fait, le meilleur, c'est 20 ou 30 ans. Puis là, une fois que c'est ouvert, est-ce que ça se garde dans mon cellier ou dans mon armoire où je mets l'alcool? Une fois que c'est ouvert, faut que je me presse pour le finir ou ça se garde bien? Pour le tawny, il se garde très, très, très longtemps. Surtout, disons, à 20 ans ou à 30 ans, il est vraiment oxydé. Il va se garder des mois. D'accord. Le rubis, il va se garder quand même...
quelques semaines, je dirais. Il va commencer à perdre ses arômes, mais il va quand même garder son goût. D'accord. Celui-ci, donc celui qu'on vient d'ouvrir, le Vintage, par exemple, lui, ce serait comme une bouteille de vin rouge ordinaire. Donc, je conseillerais de le boire d'ici 24 heures. Oui, alors un jour ou deux, là, il faut le finir. Alors, c'est ça qu'on a dans ça, oui. c'est ça? OK. Est-ce qu'on est censé goûter ça aussi, là? Oui, donc on va faire juste une petite... c'est tout noir ici, donc on pouvait mal voir la robe, mais Catherine a une petite feuille. Oui. Donc ici, il y a encore l'air jeune parce qu'il a encore gardé bien sa robe rubis tout autour. Puis là, on va déguster. J'aime bien le Porto. OK, ça en est un très bon. Ça, c'est dans les vintage? Que je devrais prendre une photo de cette bouteille-là avant que tu partes parce que j'aimerais bien ça l'avoir, celle-là. C'est délicieux. C'est vraiment très délicieux. Alors, comme tu l'as mentionné tantôt, si les gens ont des questions, ils ne sont pas certains, un peu ce qu'on vient de faire aujourd'hui ici, dans 7-8 minutes, tu peux le faire en magasin. Tu peux informer les gens à savoir ce qu'ils préfèrent, quand ils disent c'est quoi leur goût, qu'est-ce qu'ils recherchent, ça va pouvoir les aider. Oui, surtout, nous, les conseillers en vin, c'est un peu notre spécialité. C'est votre spécialité. Notre obsession, peut-être. Ouais. Écoute, merci beaucoup. J'ai l'impression d'être bien informée, puis ça, je garde ça en tête pour ma prochaine bouteille. OK, alors, on s'en va à la pause, puis à notre retour, on parle de finances. Des fois, ça prend ça, un verre de Porto, pour parler de finances. Un gros sujet, mais Cédric est capable de mettre ça là, bien au clair. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À ma vie, mon assiette, cette semaine, on parle d'activités en plein air avec Marie-Christine Bédard et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on va faire une soupe de tortillas avec une garniture spéciale, des poulets en croûte de maïs et on finit ça avec le plat régional des churros. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Au tout début de l'émission, j'ai parlé du Musée des Beaux-Arts du Canada qui ouvre ses portes malgré les rénovations. Et je l'ai mentionné, il y a quelques spectacles ou expositions, si je devrais dire, à l'affiche qui sont encore en marche. Alors, allez les voir avant qu'ils soient partis. Alors, Or et Argent, on en a parlé rapidement. Images et imaginaires de la ruée vers l'or. C'est jusqu'au 2 avril, alors vous avez encore beaucoup de temps. Frontera, regard sur la frontière américano-mexicaine jusqu'au 2 avril. Photolab entre amis se passe jusqu'au 16 février. Alors ça, il ne reste pas encore énormément de temps. Art canadien et autochtone de 1968 à nos jours. Ça se passe jusqu'au 30 avril. Alors, il y a plein de choses à voir au Musée des Beaux-Arts. Un gros merci à nos invités d'aujourd'hui. Allez voir les sites web, c'est ski.ca pour savoir plus, pour avoir plus d'informations au sujet de ce grand championnat, cette grande compétition en ski de fond. Demain, nous allons parler avec le chef de la cabane à sucre au musée au parc Vanier. Il va même apporter des bonnes choses à discuter. Nous allons aussi parler avec Marc Henquin et Véronique Sylvain des éditions David. Ils vont souvent nous montrer des nouveaux livres qui viennent d'apparaître. Et enfin, nous accueillons un invité de la SEO. Tout ça demain et entre nous. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la régie plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Vous regardez TV Rogers.